Bonjour, mon invité aujourd'hui est Hubert Védrine à l'occasion de la publication de ce livre dans la prestigieuse collection Bouquins, Une vision du monde. C'est le recueil de multiples articles que vous avez publiés sur des sujets qui vont de la géopolitique à la France, à l'écologisation, l'Europe, etc. Nous en parlerons. Mais parlons un peu de l'actualité. La guerre de la Russie contre l'Ukraine en est à son 57e jour. Quel bilan, quel premier bilan vous faites de cette guerre qui vient remettre en cause un peu beaucoup de présupposés géopolitiques? Alors, le premier bilan, ce serait le nombre de morts en Ukraine et du côté des soldats russes. Ce serait les conséquences sur le fonctionnement de toute la partie de l'économie mondiale qui travaillait avec la Russie ou l'Ukraine, par exemple dans le domaine agricole. Les céréales, c'est très 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 important pour des pays comme l'Égypte et beaucoup de pays de la rive sud. Et tout ça n'est pas strictement interdit par des sanctions, mais ne fonctionne plus parce que les banquiers n'avancent plus, les assureurs n'assurent plus, etc., etc. Il y a les effets déjà produits, déjà mesurables, indépendamment de la suite, parce qu'on n'est pas sûr des scénarios à venir, les effets sur l'Occident, puisque ça a ressoudé l'Occident, ça a réveillé l'Alliance Atlantique, donc l'OTAN, ça a réveillé l'esprit de défense dans beaucoup de pays européens qu'il avait complètement abandonné depuis belle lurette, comme l'Allemagne ou le Danemark, mais au sein de l'Alliance. Et pour le moment, les Occidentaux sont homogènes, mais ça dépend un peu des scénarios après. Donc il y a beaucoup d'effets. Mais surtout, je crois que ça fait voler en éclats quelque chose que les spécialistes de la géopolitique comme vous, enfin, moi aussi si je puis dire, avaient considéré comme étant erroné. C'est l'idée qu'il y avait une sorte d'occidentalisation universaliste, l'universalité des valeurs, même si on y croit, on y croyait, on pensait que ça allait se répandre, la vision de l'économie globale façon OMC, économie américano-globalisation dérégulée financière, bon, bref, le côté triomphaliste. Alors on savait bien depuis longtemps, il y avait eu le 11 septembre, il y a eu la crise de 2008, il y avait eu la montée en puissance de la Chine à partir de Xi Jinping, tout ça avait eu lieu. Il n'y avait rien qui était assez bouleversant et directement perturbant comme l'attaque de la Russie en Ukraine. Et là, ça, à mon avis, ça pulvérise la vision que les Européens avaient sur la marche du monde. Or, ils étaient restés plus utopistes et plus idéalistes que les Américains. Donc il y a quelque chose qui est terrible. Pas tellement parce qu'il y a eu une complaisance par rapport à Poutine, me semble-t-il. On peut discuter sur les attitudes historiques des Européens et des Américains par rapport à la Russie, mais parce qu'il y a eu une espèce de vision optimiste en disant tout ça, c'est terminé, c'est le passé. Les problèmes ne se règlent plus par la guerre, ils ne se règlent plus par la violence, et de toute façon, on est quand même l'avant-garde morale et politique de l'humanité. Donc il y a une espèce de croyance sous la forme bisounours en Europe, sous une forme plus arrogante aux États-Unis, tout ça est pulvérisé. Donc la question de maintenant, ça va être de savoir comment on atterrit. Dans cette atlas que nous avons coécrit, l'Atlas des crises et conflits, sur le conflit Russie-Ukraine, il y avait une hypothèse qui n'était pas l'hypothèse majeure, mais qui était quand même ouverte, un conflit ouvert entre Kiev, qui aurait obtenu un soutien militaire occidental, et Moscou, qui espère une victoire militaire sans réaction occidentale, reprend, avec des conséquences stratégiques incalculables. Est-ce que, malgré tout, vous avez été surpris du déclenchement de la guerre? Vous avez vu Poutine à de nombreuses reprises, notamment lorsqu'il était Premier ministre et vous, ministre des Affaires étrangères, vous l'avez vu régulièrement par la suite. Est-ce que c'est le Poutine que vous avez connu qui a déclenché la guerre ou est-ce que vous pensez qu'il a lui-même changé? Je crois que c'est tout à fait différent. Il me semble que l'obsession ukrainienne était déjà présente dès le début. D'abord, je corrige un peu, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais c'était à la fin de ma période ministérielle, quand il était président au début, mais je n'ai pas fréquenté le Poutine des dernières années. On parle d'une période qui va du début des années 90, avec la période Yeltsin, mais l'apparition de Poutine à la fin de la décennie 90 jusqu'à 2022, donc c'est une longue période. Donc on réfléchit sur 20 ans, moi, si ce n'est plus. Donc il me semble que déjà il y avait l'obsession ukrainienne, et que sa vision de l'histoire slave, l'Ukraine, la Russie, est très répandue en Russie. D'ailleurs, Solzhenitsyn avait une approche assez comparable sur l'origine de Kiev, etc. Ça ne veut pas dire que les Russes approuvent la décision, la suite et l'engrenage qui conduit à la guerre. Ça, c'est autre chose. Mais c'était pas fatal, me semble-t-il, que cette obsession ukrainienne, cette souffrance ukrainienne, cette nostalgie ukrainienne, fondée d'ailleurs sur beaucoup d'erreurs de la part des Russes sur ce qu'est devenu l'Ukraine, qui est peut-être née enfin, on pourrait dire, c'était pas fatal que ça envahisse tout.
Donc ça nous renvoie à une discussion qu'il est très difficile d'avoir aujourd'hui quand on voit les images de la guerre en Ukraine, les maternités bombardées, etc., qui est de savoir si à un moment donné, les Occidentaux auraient pu être plus intelligents, ou alors peut-être plus dissuasifs, mais aussi avant plus intelligents. Donc ça renvoie à ça. Donc ma réponse simple à la question, c'est que non, je crois que le Poutine de 2022, après ses évolutions, après les erreurs de sa part ou les occasions manquées du côté occidental ou les provocations inutiles, il y a tout un mélange, plus la pandémie, plus l'isolement, je crois que c'est un Poutine différent. Donc il a donné libre cours, sans aucune espèce de limite, à une obsession spécifique, qu'il faut que l'Ukraine soit re-russifiée. Mais encore une fois, c'était pas fatal. Maintenant, c'est effrayant parce que les conséquences humaines en Ukraine sont monstrueuses, les conséquences à long terme pour la Russie sont désastreuses, et les conséquences globales, systémiques, sont très 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 détestables pour tout le monde. Ça entraîne une régression, quoi. Alors, l'Ukraine est devenue anti-russe. Il a créé un sentiment national anti-russe durablement et il a également ressoudé l'OTAN, revivifié l'OTAN. On a l'impression que Poutine, qui est celui qui a déclenché cette guerre, est celui qui a aussi le plus perdu, puisque ses objectifs de russifier l'Ukraine et de séparer les États-Unis des pays européens, il obtient l'inverse. Pour le moment, il a l'inverse. Et il semblerait bien il soit quand même très largement soutenu par le peuple russe. Il y a quelques millions, je ne sais pas combien, de Russes à Moscou, Saint-Pétersbourg et dans d'autres autres endroits, qui étaient heureux à l'idée que la Russie s'intègre dans le système mondial, qui voulaient vivre à l'européenne. Bon, tous les gens qui étaient dans l'économie, l'énergie, les arts, la culture, le cinéma, le spatial, et bon, donc tout ça doit être au fond d'eux-mêmes désespérés, mais je pense que le peuple russe, dans son immense majorité, soutient Poutine parce qu'il a la lecture de Poutine. C'est une lecture qui paraît extravagante, l'histoire des nazis, tout ça. Mais oui, je suis d'accord avec vous dans la durée. Dans l'immédiat, il va peut-être, après l'horrible bataille du Donbass qui s'engage là, déclarer qu'il atteint ses objectifs. Comme il n'est jamais clairement formulé, ce qui a permis à certains d'Occident de dire qu'il veut refaire l'URSS, il veut refaire l'Empire, etc. C'est pas mon avis, mais certains pouvaient dire ça sans être tout à fait démentis. Mais dès lors que, compte tenu des difficultés rencontrées et du fait que toutes les tares qui affectent son armée, indépendamment d'un armement sophistiqué, il peut tout à fait décider qu'il a atteint son objectif. Ça serait dans le Donbass. Et là, on entrerait dans un chapitre différent parce que je ne sais pas comment réagirait le président ukrainien. Mais s'il dit cela, est-ce qu'une paix est possible entre l'Ukraine et la Russie avec un gain territorial de la Russie si la Russie veut garder les territoires qu'il a conquis depuis le 24 février? Il ne peut pas dire qu'il a fait cette guerre pour rien, Poutine, vu les destructions que cela a créées. Et donc, est-ce qu'il va rendre les territoires qu'il a conquis ou est-ce qu'il va vouloir les garder, ce qui est le plus probable? Et du coup, un accord ne sera pas possible avec l'Ukraine et on venait parti pour une longue période où les Occidentaux vont maintenir les sanctions à l'égard de la Russie. Oui, en fait, personne n'est sûr de rien, hein. Donc on peut simplement réfléchir. Oui. Euh, alors on n'imagine pas Poutine après cette décision totalement aberrante. Rappelons que quand il a pris la décision d'attaquer, il était sur le point d'obtenir, grâce aux efforts de Macron et du chancelier allemand Scholz, un certain accord de Biden, si ce n'est du système américain, c'est plus compliqué, la relance d'une vraie négociation sur la sécurité en Europe, celle-là même dont Kissinger regrettait qu'elle n'ait pas eu lieu après la fin de l'URSS. Donc ça paraissait quand même énorme comme gain politico-diplomatique. Alors les services secrets savaient qu'il y avait aussi des plans d'attaque, mais ils ne pensaient pas que ce soit l'option numéro un, sauf ce qu'ont dit les Américains, qui ont certainement des sources internes, et les Anglais, donc juste avant. Donc il s'est lancé là-dedans, et en effet, il a besoin de présenter un résultat. Un résultat. Donc il pourrait inventer que il a libéré, prenons son vocabulaire, hein, extravagant, mais il a libéré l'Est de l'Ukraine. Donc Ouais. à ce moment-là, il y aurait une situation qui est russophone, culturellement russophile, pas forcément poutinophile, parce que vous avez dit quelque chose de très juste, c'est il a créé, il a recréé l'Ukraine moderne. Il peut raconter historiquement, comme plein de Russes, que l'Ukraine n'a jamais vraiment existé, qu'elle était partagée, tatata. C'est pas faux, mais c'est plus vrai maintenant. Donc il a créé quelque chose qui est une Ukraine qui va vivre à l'européenne. Alors imaginons
dit j'ai atteint mon objectif, donc les combats s'arrêtent, cessez le feu. Ça dépend entièrement de la réaction du président ukrainien ou des dirigeants ukrainiens du moment à Kiev. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils pourraient dire c'est intolérable, il faut continuer le combat grâce à l'armement, non pas de l'engagement militaire de l'OTAN, mais les armes qu'on nous donne, le combat jusqu'à la libération. Ou alors ils pourraient dire la mort dans l'âme. On est obligé, comme les Finlandais en 40, qui avaient résisté vaillamment à l'URSS et qui avaient accepté à un moment donné de perdre une partie de la Finlande, je crois que c'est la Carélie, il pourrait y avoir une réaction de ce type, en disant on ne renonce pas, il faudra faire des référendums jour venu, mais on veut faire vivre la moitié ou les 2 tiers de l'Ukraine qui reste. Là, ça serait une échéance compliquée à gérer pour les autres, non pas à négocier, parce qu'il n'y a pas de négociation dans ce que je raconte. Oui. Il y a le fait accompli russe, Oui. et il y a l'acceptation ou non par les Ukrainiens. Et par les pays de l'OTAN, parce que certains peuvent aussi pousser l'Ukraine soit à modérer son comportement, soit au contraire à rester ferme. Il se peut qu'il y ait pour le moment, il y a beaucoup de nuances, mais il y a homogénéité globalement. Il peut y avoir une séparation, une césure entre ceux qui voudraient se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Il y a quelques pays auxquels on peut penser, et le Parti républicain aux États-Unis peut être sur cette ligne pour embêter Biden, parce qu'ils ont tous en tête les élections du mi-terme en novembre. Et d'autres pays qui diraient non, ils ont raison, quoi. Il faut arrêter les souffrances du peuple ukrainien, donc on comprend qu'ils acceptent. Après, il y a toute une série de décisions en chaîne à prendre. Est-ce que l'idée de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne a une consistance réelle? Je ne pense pas, mais c'est de l'ordre symbolique, mais c'est puissant en termes symboliques. Et après, quelle relation on a avec cette partie de l'Ukraine? Est-ce que Poutine s'en tient au contrôle de l'Est? Ou est-ce qu'il reprend la rhétorique de la neutralisation à sa façon, c'est-à-dire la démilitarisation de l'ensemble de l'Ukraine? Donc je conclus comme vous que c'est une affaire de longue haleine, c'est une guerre d'usure, et après c'est un conflit qui ne sera pas réglé, donc c'est une sorte de conflit gelé et purulent en même temps. Donc c'est très long, c'est très long. Mais parce qu'on peut aussi considérer entre la paix, avec l'acceptation de l'Ukraine ou la reprise des combats pour reconquérir les territoires perdus, il peut y avoir une troisième solution, scénario, plus que solution d'ailleurs, qui est que les combats s'arrêtent, mais il n'y a plus de relation entre la Russie et le reste de l'Europe, parce que le reste de l'Europe n'accepte pas les conquêtes territoriales russes, et qu'on maintient tout un train de sanctions qui empêche toute relation normalisée avec la Russie. Et donc on reviendrait des années en arrière. On peut dire ça parce que on va perdre bien le scénario dans lequel l'Occident pourrait dire on va commencer à réduire les sanctions, ou à les atténuer, ou à les rendre plus intelligentes. Il peut y avoir, sur certains points, par exemple sur l'exportation du blé et des produits agricoles depuis la Russie et l'Ukraine, il peut y avoir des mesures d'adaptation, ou même de garantie, parce que les pays de la rive sud de la Méditerranée en ont absolument besoin. Ça peut arriver. Mais comme il n'y a pas de sanctions, ce n'est pas la correction des sanctions. Pour corriger les sanctions, il faudrait qu'il y ait quand même un règlement clairement accepté par les Ukrainiens et endossable par l'Union européenne, si ce n'est par l'OTAN. Accepter d'être privé d'une partie de son territoire, ce que l'on voit mal. Voilà. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la Finlande. Ouais. C'est pas inimaginable. Ils diraient on n'a pas le choix pour le moment. On fait ça. Les Finlandais n'avaient pas d'autre choix parce qu'ils n'avaient pas de soutien extérieur, alors que les Ukrainiens peuvent penser qu'ils ont un soutien extérieur. Et les Finlandais avaient gagné la finlandisation, c'est-à-dire l'autonomie réelle et l'indépendance de leur pays sur tout le plan interne. Donc pas d'engagement dans une alliance, mais une vraie liberté sur le plan politique, économique et social. Bref, il y a une série en dehors de la guerre elle-même. On n'a pas pris l'autre hypothèse, mais la guerre peut durer, en vrai. Et il peut y avoir une aggravation, il peut y avoir une escalade, il peut y avoir un élargissement, toutes sortes d'autres hypothèses. Terrible. Mais là, on a mis en avant les hypothèses qui se passeraient en cas de, pas de solution, mais enfin, d'arrêt des combats. Et c'est vrai que les dissensions entre occidentaux seraient visibles. Et dans aucun des scénarios, il y a un processus de début, de commencement, de sortie des sanctions. Donc on était déjà dans un monde où la mondialisation heureuse globale avait disparu, et où les États-Unis et la Chine avaient commencé à désimbriquer leurs économies, après avoir fait l'inverse pendant 30 ans. Il y avait déjà ça. Donc en plus, on a la mise au banc de la Russie et de quelques pays autour, genre Kazakhstan, etc., etc. Donc on est dans un monde qui ne va pas se fragmenter jusqu'à s'atomiser,
mais qui va se régionaliser, avec dans certains cas des blocs coupés les uns des autres. Ça peut être le cas de l'ensemble russe et de l'Occident. Mais Alors, pas vous forcément, parliez, pas forcément de la Chine et des autres. En tout cas, il faut repenser tout ça, parce que ça n'a plus rien à voir avec l'idée de la mondialisation qui a prévalu, en tout cas en Europe, depuis 30 ans. depuis assez longtemps, vous alertez sur le fait que l'Occident a perdu le monopole de la puissance et qu'il faut donc réagir et agir autrement que si s'il l'avait conservé. On voit bien là que sur le terrain des sanctions, le reste du monde ne suit pas les Occidentaux et que la plupart des pays ont à la fois condamné l'agression russe, mais n'ont refusé de suivre les Occidentaux pour prendre des sanctions à l'égard de la Russie. C'est très frappant, oui. Alors en effet, depuis le temps que je dis l'Occident a perdu non pas la puissance ni la richesse, mais le monopole, Hmm. le géopoliticien singapourien que vous connaissez bien, Kishore Mahbubani, me dit vous n'allez pas assez loin. C'est la fin de la parenthèse occidentale. Ce qu'il appelle la parenthèse, c'est les 3-4 siècles pendant lesquels les Européens puis les Américains ont contrôlé le monde. Bien ou mal, c'est un autre débat, mais en tout cas, ils avaient ce monopole. Qu'ils n'ont plus. Alors moi, je ne vais pas jusqu'à sa théorie, je pense pas que c'est la fin d'une parenthèse. Mais il faut quand même réfléchir à comment on fonctionne dans un monde où on n'a plus le monopole de la puissance. Si on pouvait refaire de la réelle politique, ce qui est complètement impossible dans les démocraties modernes qui sont guidées Le par terme est tabou. oui, enfin, en tout cas, il est rejeté. Hmm. Il n'est pas entièrement tabou parce qu'il est prononçable, la preuve. Mais il est rejeté comme étant terrible. Moi, je Il est pense. diabolisé en tous les cas. Il est diabolisé. Alors, c'est pas mon avis, parce que je pense que l'irréel politique, Ouais. est l'apostrophe dans laquelle nous baignons, est bien pire par ses conséquences. Mais ça, c'est un débat, disons, un peu théorique. En tout cas, si on faisait avait une vraie stratégie, on aurait dit bon, on a perdu le monopole, il faut à tout prix éviter une coalition contre nous. Et si on veut préserver nos intérêts vitaux et nos valeurs, alors moins prosélyte qu'avant, mais enfin on y croit pour nous, en tout cas, il faut être très très intelligent avec l'ensemble des émergents. Il faudrait les jouer les uns contre les autres, faire du Kissinger global, bon. Et surtout éviter de rapprocher la Russie et la Chine. Dans cette politique-là, ça aurait dû être la priorité. L'inverse a été fait. Il s'est passé exactement l'inverse, plus ou moins inconsciemment, enfin exactement l'inverse. Donc au jour d'aujourd'hui, l'état du monde réel, il est donné par les votes à l'Assemblée générale des Nations unies, où il y a une quarantaine de pays, 40, mais représentant la majorité de la population mondiale, parce qu'il y a la Chine et l'Inde dedans, l'Indonésie et des tas d'autres, qui refusent de condamner l'agression russe, qui est pourtant évidente, caractérisée, il n'y a aucun doute normalement. Il y a quand même une série de pays qui n'aiment pas ce que fait Poutine, mais ils disent c'est pas on n'a pas à s'engager là-dedans, on n'a pas à trancher. C'est une histoire des Occidentaux, puis on a tellement à reprocher aux Occidentaux qu'on ne va pas aller à leur aide sur ce point. Donc il faut quand même penser ce monde-là, pour les gouvernements, pour les organisations, pour Et les il y en a encore entreprises, plus. etc. Il y en a Comme, encore plus qui refusent les sanctions. Parce oui, que le principe même de sanctions oui, leur oui. paraît trop lié à la domination occidentale. Et puis américaine, et puis l'usage extravagant par les Américains des sanctions extraterritoriales déclenchées par des sénateurs qui sont souvent liés à des lobbies et suivis dans certains cas par les présidents. Enfin, c'est différent. Il faudrait si on additionnait les demandes de sanctions des sénateurs américains, ils veulent sanctionner les 3 quarts de l'humanité, donc ça devient grotesque. Est-ce que cette guerre européenne est en train de recréer un Donc, clivage nord-sud? non, pas nord-sud, parce que le nord est éclaté. Hmm. Donc c'est plutôt il y avait l'Est et l'Ouest et le troisième monde, le tiers-monde. Donc c'est plutôt le non-alignement, je dirais. Oui. Alors, à l'époque du non-alignement de Bandung, il y avait une conception idéologique et c'est anti-impérialiste, etc. C'est même plus le cas, là. Donc c'est pas l'époque de Nehru, de Tito, de Sukarno, c'est autre chose. C'est autre chose, Chou En-lai, c'est autre chose. Mais c'est un non-alignement de l'ensemble des pays qui ne veulent pas être pris dans l'affrontement entre les Occidentaux, l'Alliance Atlantique et la Russie, et qui veulent mener leur propre barque, sur la base de leurs propres intérêts. Ils n'ont pas forcément d'idéologie commune. Ils ne pensent pas non plus que le monde va être complètement post-occidental. Mais ils pensent que l'Occident ne peut plus faire la loi non plus complètement. C'est entre les deux. Et alors après, chaque pays va mener sa barque. Hein. Mais la Turquie est dans le cas dont vous parlez, de pays de l'OTAN qui n'a pas voté les sanctions et qui continue à jouer un rôle très intéressant à observer, puisque en fermant l'accès à la mer Noire, les 2 détroits contrôlés, Dardanelles et Bosphore contrôlés par la Turquie, ils ont empêché le renforcement de la flotte russe en mer Noire. Alors que l'équivalent du croiseur là, qui a coulé,
Il y a deux équivalents en Méditerranée, Qui ne peuvent pas rentrer. l'un qui vient de l'Est, de Vladivostok, l'autre qui vient de la Baltique, qui ne peuvent pas rentrer. Donc voilà l'exemple d'un pays qui est la Turquie, nous on pourrait en prendre 10 autres, hein, et qui mènent leur propre politique, qui ne vont pas être en guérilla permanente avec l'Occident, mais ils ne veulent pas être engagés automatiquement. Ça, c'est un monde quand même entièrement nouveau par rapport à l'idée que se sont fait les Européens de la mondialisation depuis 30 ans. Donc il faut penser ce monde-là. Alors, c'est un peu ce que vous faites dans ce bouquin. C'est la première fois que dans cette collection, il y a un bouquin sur la géopolitique, parce que c'est plutôt de la littérature d'habitude. Il y a un bouquin avec les textes de Chevènement, donc il y a pas D'accord. mal de politique étrangère, mais en effet, j'en suis ravi, c'est une question, mais il faut être honnête par rapport à des lecteurs potentiels, et c'est des réflexions sur 25 ans. Oui, sur C'est le pas long une terme. série de textes d'aujourd'hui, c'est Oui. échelonné sur les 25 dernières années. Mhm. Et donc, c'est mes réflexions, mes réactions à l'évolution du monde, la mondialisation, l'Europe, la France, et puis le volet, en effet, écologisation que vous avez cité. Mais tout Oui. n'est pas d'actualité. Alors, j'ajoute que l'éditeur Jean-Luc Barré, qui est maintenant le patron de la maison Bouquin, m'a dit qu'il faudrait quand même que vous fassiez une préface pour expliquer comment vous êtes devenu réaliste. Parce que c'est pas naturel. Les Français sont pas réalistes, ils sont chimériques, encore moins les Français de gauche, donc il faut expliquer ça. Et alors, du coup, je me suis pris au jeu. Il y a une petite préface inédite où je raconte ça. Et pour moi, le choc du contact avec la réalité, si je puis dire, alors que je baignais dans un milieu familial super ouvert, sympa, catho de gauche, etc. Le choc, c'est la notion de la responsabilité. Quand je suis devenu, par les hasards heureux de la vie, conseiller diplomatique de François Mitterrand, j'étais très jeune, j'avais 34 ans. Et la première fois où je me dis, on me demande une note parce que le président reçoit le roi d'Arabie, puis le lendemain c'est le chancelier allemand, ou c'est je ne sais qui, le premier japonais. Première fois, même s'il y a des tas de notes qui arrivent du Quai d'Orsay, en disant, mais qu'est-ce que je vais dire là? Au nom de quoi est-ce que j'ai un avis là-dessus? Et si jamais il suit mon avis, qu'est-ce qui se passe? Donc ce qui m'a fait changer brutalement des situations assez sympathiques et confortables où on donne son avis comme ça, on est pour ceci, contre cela, on s'engage, on a brusquement les conséquences. Alors je ne suis pas sûr d'avoir bien connu Max Weber à l'époque, mais enfin, la différence entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité m'a saisi en entier. Et après, mon évolution est donc liée, c'est pas une histoire idéologique, c'est pas une bataille d'idées, c'est pas du tout franco-français. Donc très souvent, je prends des positions qui sont décalées par rapport au débat franco-français. C'est une réaction à partir de cette notion d'esprit de responsabilité et sur la façon dont évolue le monde tel que je l'ai découvert après. Ce qui vous Vous fait voyez le vous choc battre contre le manichéisme en permanence. contre le manichéisme, contre la... À l'époque de George W. Bush, j'étais ministre, j'avais dit le manichéisme est une très vieille religion, le mani, tout ça, qui est originaire de Perse et qui est réapparu aux États-Unis récemment. Mais en réalité, l'Occident est manichéen, plus ou moins. Et puis il y a quand même des courants de pensée plus subtils, mais les manichéens, c'est beaucoup plus commode de dire on incarne le bien, on combat le mal. C'est plus agréable quand même par rapport à ça. Alors moi je suis pas du tout manichéen, pas du tout du tout. Et donc ça, c'est le C'est choc pas confortable. Hein. c'est le choc de le fait de dire, voilà, je suis en responsabilité. On ne peut pas uniquement faire des déclarations enflammées sur la liberté des peuples. Il y a aussi des conséquences directes quand le président de la République française prend des positions. Ben oui, c'est aussi bête que ça. Voilà, donc ça m'a amené. Après, ça s'est nourri des événements, bien sûr. La fin de l'Est-Ouest, la fin de la guerre froide, la fin de l'URSS, la réapparition de la Russie, les événements Parce qu'on oppose innombrables souvent au morale et Proche-Orient, au réel Moyen-Orient. politique, et vous pensez que c'est une opposition qui est factice, qui n'est pas dans la réelle. C'est complètement factice. C'est comme le droit de l'hommisme. Évidemment, on peut pas mener une politique étrangère en ignorant les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, ça veut dire prosélytisme. C'est pas les droits de l'homme chez nous, c'est le fait d'imposer aux autres le respect des droits de l'homme tel que nous les Ce qui a définissons. conduit à des guerres. Alors, ça peut conduire à des guerres, bien sûr, parce que si on pense que on est l'avant-garde morale de l'humanité et qu'on a le droit de s'ingérer au nom de ceci, cela. Mais on ne peut pas ignorer complètement ça. Il y a évidemment des cas où, sur le plan des droits de l'homme, il y a des situations intolérables. Donc on est renvoyé à la question, mais qu'est-ce que je peux faire en vrai? Donc après, ça dépend beaucoup de ce que demandent les gens dans le pays. Est-ce que telle ou telle déclaration leur est utile? Parfois oui, parfois non. Ça dépend. Donc c'est une question de dosage. Il y a
Il n'y a aucune politique étrangère qui puisse être que droit de l'hommiste. Un pays n'est pas une ONG, voyez. Mais on ne peut pas non plus dire dans les démocraties modernes qu'on s'en fiche complètement. Donc on passe son temps à naviguer entre les deux, en essayant de faire le moins mal possible, pays par pays. Ça, c'est une approche réaliste qui n'est pas manichéenne, qui évidemment n'est pas soutenue, n'est pas comprise par les gens qui sont tout d'un bloc, vous voyez. Bon, mais comme la discussion est quand même stimulante, et je trouve ça intéressant au fil du temps, au fil des années, au fil des décennies, d'alimenter cet échange. Merci Hubert Védrine. Donc je renvoie à la lecture de votre livre, Une vision du monde, dans la collection bouquins. C'est 25 ans de textes, de réflexion sur la France, le monde, la géopolitique. C'est absolument passionnant et donc avec une préface dans laquelle vous expliquez qu'est-ce qui vous a conduit à votre cheminement intellectuel. Merci Hubert Védrine.